On avait le fameux castor au Seine, et l'idée quand même que le castor s'impose un peu comme une figure tutélaire, à la fois commun, avec lesquels on est en empathie. On est beaucoup plus d'empathie avec le castor qu'avec le ragondin, par exemple. Je veux tout maîtriser, je veux tout réguler, je veux que ça aille vite quand je veux que ça aille vite, et que rien ne bouge quand je veux que rien ne bouge. Et j'ai les moyens de le faire. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin, Robert? Je veux tout maîtriser, je veux tout réguler, je veux... Et il y a encore le ragondin chez nous. Les chroniques de Loire sont des contes sonores et documentaires qui donnent la parole à ceux qui peuplent la Loire et ses bassins versants. Un podcast produit par le Polo, Pôle Art et Urbanisme. Chronique 3, le castor, les zones protégées et le pont. Une chronique de Loire basée sur des faits réels. C'est vrai, tout est vrai. Et bonjour, cousin. Appelle-moi voisin. D'accord, cousin. On n'est pas cousins, on n'est pas de la même famille. Tu es un ragondin, moi je suis un castor. On a tous les deux les dents oranges, mais moi je suis plus gros, j'ai une belle queue plate, regarde, place. Et tu es chez moi. Ah bon? Ah oui, j'ai mis du castorum un peu partout. Hein? Ah oui. Ah, c'est ça cette odeur. Zoning. Dans cette situation, le castor et le ragondin sont en train de proposer une forme de zoning. Le zoning est un processus de réglementation organisant les répartitions d'un territoire en zones et en fixant pour chacune d'elles le type et les conditions de l'utilisation du sol. Il y en a des pratiques. Par exemple, les zones naturelles protégées. On pourrait ajouter barricader. Et puis les humains ont carrément inventé un super programme, ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ça existe depuis 1982, avec l'objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. C'est un inventaire qui identifie, localise et décrit les sites d'intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Cet outil de connaissance est devenu, aujourd'hui, un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il permet d'intégrer cette nouvelle connaissance dans les projets d'aménagement du territoire. Utile pour nous, les autres vivants. Et là, c'est chez moi, juste à là. Là. Là? De là-bas jusqu'à là. Ici? Oui, ici, oui. Là, si tu veux, oui. Ah, là? Ah non. Là, non. Ici, oui. Oh, il y a des fourmis chez toi. C'est pas grave. Les fourmis, elles ont le droit. C'est vraiment un bon spot avec tout ce qui s'échoue comme protéines. On adore faire le ménage, nous. Qu'est-ce qu'elles disent? Bon, j'ai rien compris. Moi non plus. Bon, elles ont le droit, elles, d'être là. C'est pas chez elles, mais elles ont le droit, hein? Bah, je comprends rien. Bon, chez moi, c'est où? Mais je sais pas, moi. Où tu veux, à partir de là. Ah oui. Alors, ça peut être ici. Oui. Alors, là, je suis chez moi. Là, je suis chez moi. Là, je suis chez moi. Oh, c'est fatigant, hein. Ça va, papa? Eh oui, ça va. Allez, rentre au terre-hutte. Est-ce que je peux passer par chez toi pour aller entre deux chez moi? Oui. Y a pas intérêt, oui. Allez. Si le savoir est collectif, il est humain et non humain, parce que même si on passe par forcément les yeux et le vocable et le langage, il faut des écologues qui vont parler de la faune et de la flore, et il faut aussi être en capacité de l'observer et de mieux comprendre effectivement ce qui se joue là, parce que tout ça c'est quand même un réseau de cohabitation. Qu'est-ce qu'on fait? Calme-toi, Robert. On a déjà un 3 pièces cuisine. Avec le barrage que t'as fait l'année dernière en saison sèche pour laisser l'entrée de la villa dans l'eau, on a 40 hectares d'inondés en toute saison.
Mais je veux voir plus grand, moi. J'ai les dents qui rayent le sable. Regarde. Ça fait très longtemps qu'il y a cette culture du biomimétisme, ces cultures effectivement d'un aménagement, une technicité qui serait écologiquement compatible. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense que la bonne technique, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas dépenser l'énergie, en fait. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'entropie enfin, où on génère effectivement une dépense d'énergie, on a déjà finalement faussé un peu la règle de l'équité, mais plutôt voilà, des règles de communauté, d'intelligence collective, mais d'un collectif élargi. On est toujours, Je pourrais gagner plus, mais il y a cette grosse butte qui nous empêche là. Je sais même pas ce que fait en fait. Oh, vaut mieux pas savoir. Moi, quand je serai grande, je serai archéologue. Vous pouvez faire un exercice, dès qu'il y a des travaux qui sont faits sur une levée de Loire, tous les archéologues, en particulier Virginie, quand ils sont au courant, ils le sont rarement, se précipitent pour voir ce que c'est qu'une levée de Loire, parce qu'en fait, on n'ose pas les couper puisqu'elles sont censées protéger le territoire. Donc il ne faut surtout pas les couper. Or, pour le moment, la réponse de l'ingénieur en 2021, c'est de faire une tranchée qui descend bien plus profond que le lit, donc on ne sait même pas trop où, probablement dans la nappe, enfin, pour couler un voile de béton. Dans une structure sédimentaire qui est une concrétion de stratigraphie de environ 1000 ans, enfin ça dépend d'élevé, mais à peu près 1000 ans de sédimentation successives qui ont été posées par les différentes communautés humaines qui habitaient sur les bords du fleuve. Donc ça, c'est assez éloquent, c'est-à-dire que la technicité devrait visiblement nous affranchirait de cette envie de connaître un peu mieux finalement et de continuer à tisser le fil historique. Je ne suis pas nostalgique, mais c'est simplement que ça nous renseigne et ça nous apprend quelque chose et qu'on n'a pas encore réussi à comprendre qu'il fallait entrer de façon transversale, de façon pluridisciplinaire, de façon très ouverte sur ces savoirs-là. Et qu'il n'y a qu'à ce prix-là, finalement, qu'on saura à peu près accompagner les transformations du territoire, parce qu'il continuera de se transformer avec ou sans nous. Mais... Mon barrage attire les pêcheurs. Bonjour. Bonjour, boule de poil. Quelle belle étendue d'eau. On trouve de tout là-dedans, de l'écrevisse au tétard. Oui, c'est mon ouvrage, c'est moi qui tout fais. Je suis chef de chantier, charpentier, bûcheron, plombier, maçon, architecte et ingénieur hydraulique. Vous pouvez m'appeler Maître Castor. Merci, boule de poil. C'est très réussi, et bravo. Tu es le seul mammifère à aménager autant ton espace. Devrais-je dire notre espace. Le seul avec qui tu sais. Pardon. Qui je sais? Qui? Oui? Qui? À part moi? Qui d'autre? Les humains. La levée, les premières levées, c'est Plantagenet. Avant, c'est des Montilles et ça se fait avec du temps. Des communautés humaines et des moyens, somme toute modestes, qui sont d'entasser en gros de la terre et des alluvions et de monter finalement des digues progressivement, mais ça se fait sur le dernier rehaussement de levée, c'est tout début XXe siècle, quoi. Donc on commence au XIIe, on finit avec quasiment, enfin j'imagine pas tout à fait, mais quand même des techniques qui n'ont pas été révolutionnées sur ces au moins 5-6 siècles. Donc 5-6 siècles d'accumulation pour effectivement progressivement se mettre hors d'eau et puis constater qu'à partir du milieu du 19e, l'ingénieur comme moi qui dit on arrête tout parce que plus on monte, plus en cas de désordre, en cas de brèche, on libérera de l'énergie et plus ce sera dévastateur pour le val submersible qui se trouve à l'abri de la levée, quoi. Tu sors pas faire un tour, Robert? Oh, Viens, papa, on va faire tomber des peupliers. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien, Robert? j'ai fait un rêve. Je volais. Comme un héron? Oui, comme un héron, enfin un peu moins gracieusement peut-être. Je m'élevais dans les airs,
Je remontais en amont du fleuve et c'est là que je l'ai vu. Blanc, immense, dans un bruit infernal. Un barrage énorme, énorme, avec des trous dedans. Ça s'appelle un pont, Robert. Les mecs sont des malades. Ça s'appelle des humains. Ils sont ultra rapides. Ils sont trop rapides pour moi. Ça va, papa? Ça s'appelle une indigestion, ma chérie. Trop rapides. Une coque de bateau de chaland, même de 30 mètres, en bois qui coule au fond, on le voit avec à quelques décennies près, ça devient un support de matière organique, de vivant. Et donc un vivant qui compose avec ces artefacts pour recréer finalement une forme hybride qui peut s'appeler épave, mais qui peut aussi s'appeler récif, enfin qui peut avoir tout un tas de terminologies selon la façon dont on va le regarder et l'angle. Si vous faites la même chose avec des objets technologiques bien plus lourds et bien plus conséquents, on tombe dans des catégories qui sont ce qu'on qualifierait, nous, d'indigestes. C'est-à-dire qu'on obtient des objets qui déforment l'environnement, en fait, dont le poids, finalement, modifie la carte. Un pont autoroutier, là où il n'y avait pas de tracé vière avant, est un objet technique qui déforme la totalité, finalement, d'une cartographie, d'une topographie. Mais pour autant, on sait aussi en prenant un peu de recul, que ce sont des objets dont on ne sait absolument pas quoi faire, dont on connaît finalement l'inutilité à grande échelle et puis l'incapacité finalement à essayer de les assimiler ou de les rendre cohabitables. Anthropisation. L'anthropisation désigne la modification d'un milieu dit naturel par les activités humaines. Non, du coup ça devient culturel. On peut aussi parler d'artificialisation. Peu de milieux échappent entièrement à l'anthropisation, et même des milieux qui ont pu sembler vierges, comme les forêts équatoriales denses. C'est pourquoi la géographie écrit milieu naturel avec des guillemets, pour désigner des milieux faiblement anthropisés. Un milieu n'est pas anthropisé ou non, il est à un degré variable. L'histoire de la construction du réseau routier, c'est que lorsqu'on développe de nouvelles voies routières, c'est agit comme un aspirateur à trafic, et que plus de trafic routier signifie aussi plus de pollution de l'air. Alors même qu'il existe des solutions alternatives. Ouais, je suis sur la route là. Bah non, j'ai pas pris le bac, il y en a pas. Ça roule, ça roulotte, ça stagne quoi. Et comment tu veux que je fasse? Faut bien que j'aille voir maman. La Loire serait gelée, j'aurais roulé dessus, tout droit, bam, toc toc toc, c'est moi, le petit pot de beurre, la galette. Avec le réchauffement climatique. Je fais quoi moi? Je regroupe toute ma famille sur la même rive? Je prends maman chez moi? Tu me diras, de toute façon, en 2050, on aura tous les Nantais. Avec la montée des eaux à l'estuaire. Va falloir se serrer, autant anticiper. Enfin, il paraît qu'avec ce nouveau pont, on va gagner 1 heure. Un pont naturellement. C'est écrit sur le site du département, j'ai regardé. Ouais, c'est beau un pont, ça fait un point de vue sur l'eau, ça fait du lien. Ah bon, il y avait une forêt avant? Et des super milieux humides? Ouais. Ouais, un embouteillage aussi, c'est du lien. Oh. Attends, il y a un héron qui me regarde. Je te jure, il me regarde. Je raccroche. Et si le castor était un fou du tractopelle?
si les ragondins se déplaçaient en 4x4 amphibies à moteur thermique et que des pompes à essence rythmaient les rives de la Loire à intervalles réguliers. Comme le héron de notre chronique, prenons de la hauteur et interrogeons-nous. Si nous observions le territoire depuis les cieux ou tout simplement depuis le point de vue d'un autre vivant, réussirions-nous, humains, à rendre les castors heureux? Si, ces derniers temps, le mot « résilience », qui décrit la capacité d'un écosystème à se rétablir après une perturbation extérieure, est tant à la mode, cela signifie-t-il que ces mêmes perturbations sont trop nombreuses? Pensez-vous que si les humains ralentissaient à tout point de vue, aménagement, consommation, déplacement, le territoire serait plus digeste, plus équilibré, plus vivable? Les chroniques de Loire permettent de diffuser, sous le format de contes sonores, un pan des recherches pour un Parlement de Loire initié par le POLO, Pôle Art et Urbanisme. Ces chroniques invitent les auditeurs et auditrices à s'interroger sur la complexité du fleuve, à mieux comprendre sa biodiversité, ses rôles, ses statuts, ses luttes. Elles ont été financées par l'Agence de l'eau, en charge du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et par la région Centre-Val de Loire. Cette chronique a été écrite et réalisée par Diane Bonneau, Julia Valvé et Tiffaine Thiriot, de Tout Terrain. Elle n'aurait été possible sans les précieux échanges avec Virginie Serna, Bruno Marmiroli, Catherine Boineau et Clémence Sirgue. La coordination d'Apolline Fluc, Clémence Mathieu et Annabelle Royer. Thomas G a fourni les bruits de rivière et Guillaume Bernard a participé à la composition. La chanson Balance ton pont a été réalisée par des habitants du village de Loire en 2019. Nous remercions l'ensemble de ces intervenants.